Bien, chers amis, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Et puis, merci pour votre fidélité. On est toujours très heureux de vous recevoir dans cette belle salle mise à la disposition gracieusement par la mairie, qu'on remercie. Et on est toujours content de voir aussi des nouvelles figures. Alors, bienvenue à cette conférence et c'est avec plaisir que j'accueille en votre nom Muriel Arnal, qui est donc présidente et fondatrice de l'ONG One Voice, 13 salariés et un réseau de bénévoles coordonnés et organisés en antenne locale et assure avec votre bureau le fonctionnement de votre association située à Strasbourg. Alors, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler du thème « La nature en partage, animaux, humains et biodiversité ». Alors, vous avez créé en 1995 One Voice, c'est l'année de la vache folle, vous vous rappelez, et qui a été mise en lumière par les médias. Alors, c'était un grand choc pour tous et toutes, je me souviens. Rapidement, donc, One Voice enchaîne les dénonciations et avec la collaboration de nombreux experts internationaux, met en place des actions concrètes contre l'expérimentation animale. C'est ainsi que vous avez été parmi les premiers à dénoncer, à mettre fin à certaines pratiques cruelles quand elles étaient encore ignorées par de nombreuses associations historiques, comme par exemple le problème dans les cirques et dans les laboratoires. Alors, votre association défend une éthique animale et planétaire et milite pour le respect de tout être sentient. Vous déclarez qu'opposer humains et animaux n'a pas de sens et toutes les formes de violence sont intolérables et qu'elles sont très souvent liées. Malheureusement, l'ensemble de l'écosystème vivant n'a pas doté de la capacité de se défendre. Alors, dès sa création, One Voice a eu comme parrain le grand Théodore Monod, fondateur puis directeur de l'Institut français d'Afrique noire à Dakar, tantôt zoologiste, botaniste, océanographe, directeur de recherche à l'Institut national. Vous m'aidez ? L'Institut. C'est l'Institut national. Bon, un grand institut national. Nous, on a toujours dit l'Institut. Voilà, bon, l'Institut. Donc, voilà, ce grand homme, un grand humaniste, eh bien, qui a été aussi lauréat de l'Académie des sciences en 1973, eh bien, a été votre parrain. Et il a consacré sa vie à lutter contre toutes les formes d'injustice et de destruction, notamment la lutte contre l'armement nucléaire. Et tous les ans d'ailleurs, il organisait une réunion au QG de Taverny pour protester sur la politique nucléaire de la France. Alors, acteur humaniste et profondément engagé, Théodore Monod luttait sans relâche pour l'unité des combats animaux, humains, planète. Et aux côtés de One Voice, en tant que parrain de l'association, Théodore Monod a mené de front de nombreuses batailles, abolition de la chasse, lutte contre l'expérimentation animale, lutte contre la corrida. La ferveur de son engagement a grandement participé à construire One Voice. Alors vous vous en doutez, nous avons une multitude de questions qui nous traversent l'esprit. Quelle place pour tous ces vivants ? Une cohabitation est-elle possible ? L'animal, être vivant, doué de sensibilité et d'intelligence, peut-il avoir une personnalité juridique ? Alors, est-ce une lubie ? Pas si certain. Une charte des robots qui leur attribue le statut de personne électronique est à l'étude dans pas mal de pays dans le monde, voire la Corée du Sud, et sous l'impulsion de l'eurodéputé Mady Mahlevaux, l'Europe y travaille depuis 2017. Alors voilà,
si vous permettez, un tas de ferraille. On est prêt à lui reconnaître un statut juridique et un être vivant, doté de sensibilité, d'intelligence. On a du mal, il y a un grand pas à faire encore. Alors, machine biologique et produits économiques pour nos sociétés humaines, doit-on rester fixé uniquement sur ce paradigme de produits de consommation? Alors est-ce la faute à Descartes, le grand René? Pas seulement. Pour Albert Schweitzer, l'éducation des jeunes enfants peut changer les choses. L'enfant qui sait se pencher sur l'animal souffrant saura un jour tendre la main à son frère. L'animal peut nous humaniser en quelque sorte. Alors, laissons ces questions qui pourront peut-être nourrir nos échanges après votre exposé. Et nous vous laissons maintenant la parole, chère Muriel. Je me permets de vous appeler chère Muriel. Voilà. Et vous écoutons avec impatience maintenant. Et on peut applaudir donc votre venue. Merci Mustapha, merci à l'association Culture et Société pour cette invitation. Je ne suis pas du tout conférencière, je suis une militante de la cause animale. Ma vie est parmi eux, elle est au milieu de la nature et c'est vrai que Théodore Monod et Albert Schweitzer, son ami avant lui, avaient cette vision de l'unité des combats. Et il y a 31 ans, quand j'ai fondé l'association, ça n'était pas une évidence de dire on se bat pour les animaux, pour la nature et pour les humains parce que tout est lié. Aujourd'hui, on a le réchauffement climatique, on a la disparition de la biodiversité, mais à l'époque, on ne savait pas tout ça. Et dès le départ, ce qui était fondamental, c'était aussi d'apprendre à connaître les individus animaux. J'ai eu la chance de grandir avec un merveilleux grand-père qui m'a appris la nature. Avec lui, on n'allait pas au cirque, on allait dans la forêt, on allait dans les jardins, on allait dans la campagne. Il m'apprenait à reconnaître le chant des oiseaux, quels oiseaux, comment... Et c'est resté très fort. Et c'est à ça que je pense aussi pour les générations futures, préserver ce patrimoine. Alors quand Mustapha m'a contacté, j'ai pensé présenter des animaux sauvages. J'ai changé le titre à la dernière minute, qui sont autour de nous en fait, ces animaux qui sont mal aimés, ces animaux qui n'ont aucune protection dans la loi, zéro, rien pour eux. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces animaux-là. Donc, ce sont les animaux sauvages qui sont considérés par beaucoup comme des nuisibles. Aujourd'hui, on a le terme de espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ESOD, ESOD, qui sont considérés comme nuisibles encore par la loi. Vous en verrez un certain nombre aujourd'hui, pas les blaireaux, mais tous les autres que je vais vous présenter ou presque, qui sont souvent imaginés comme envahissants. Ils se mettraient à pulluler, ils allaient nous envahir, et dangereux évidemment, les loups et le petit chaperon rouge, parce que c'est ça aussi, malheureusement, on a grandi avec la fable du petit chaperon rouge, on a grandi avec un ours en peluche. Les ours sont bien plus dangereux que les loups, mais l'attrait de l'ours reste par rapport à celui du loup. Et tout ça, c'est parce qu'il y a encore tous ces préjugés qui sont véhiculés par des personnes qu'on entend trop souvent et contre nous, à One Voice, nous luttons dans les tribunaux. On a plus de 200 recours chaque année pour protéger des animaux qui sont... dont la persécution, dont la disparition est autorisée et organisée par notre ministère de l'écologie. Je tiens à préciser cela. Donc ce sont des animaux qui ont des capacités cognitives absolument remarquables. Ils ont des vies sociales, ils ont une vraie vie de famille et ils sont essentiels dans les écosystèmes. Et j'ajouterai une chose, mais que je développerai peut-être à la fin, c'est que ils enchantent la nature. Donc, même s'ils n'étaient pas utiles, ils ont cette beauté,
Ils ont tellement de choses à nous apprendre, de solidarité, d'intelligence, d'entraide, qu'ils sont là aussi pour ça, pour nous, si on prend le temps de les regarder. Quand je suis arrivée, j'ai vu un couple de pies et je me suis dit, voilà, ils sont là, ils ne sont pas loin. Excusez-moi, je ne suis pas très pro du... donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. On va commencer par l'intelligence de ces animaux, je reviendrai à ça ensuite. On va commencer par l'intelligence de ces animaux qui sont capables d'apprendre, qui ont une mémoire fabuleuse, qui savent résoudre des problèmes. Vous avez peut-être vu la corneille fabriquer un outil pour retirer un aliment d'une bouteille. C'est ce type de choses, et ont des capacités de communication exceptionnelles. On parle même, pour certains, de dialectes, selon les régions. Alors on va commencer par les corvidés. Les corvidés, j'ai pris là l'exemple des corneilles et des pies, mais on a aussi les geais des chênes, dont je parlerai un petit peu plus tard. Elles ont des capacités similaires aux grands singes, carrément. Elles sont là à côté de nous et on peut penser chimpanzé, orang-outan, bonobo. Elles sont capables de reconnaître les individus, elles ont une signature vocale à l'usage d'un prénom, c'est-à-dire qu'elles peuvent, non seulement elles peuvent dialoguer, mais en plus elles se reconnaissent aussi par leur signature vocale. Elles ont cette communication complexe qui fait que des scientifiques qui ont étudié les pies en Australie ont découvert qu'elles avaient un dialecte particulier et particulier à la région. Et elles ont conscience de la permanence des objets. Elles ont un niveau de conscience extrêmement développé. Et par exemple, quand elles trouvent de la nourriture, elles vont la cacher dans la nature. Mais si c'est de la nourriture périssable, elles vont la cacher à certains endroits pour la retrouver très vite et pour l'utiliser en premier. Donc elles font bien la différence entre les stocks de nourriture qui peuvent attendre quelques mois et les stocks de nourriture qui vont périr et qui vont se gâcher si elles ne les utilisent pas. Et puis bien sûr, elles savent multiplier les cachettes. Bon, c'est un trait d'autres animaux, hein, les cochons utilisent ça aussi. Elles savent utiliser des cachettes comme ça pour que si elles sont observées par des copains, des copines, mais elles n'ont pas du tout envie de partager à ce moment-là, eh bien, faire croire qu'elles ont en tiré là, elles ont caché là des aliments. Ensuite, les pies ont conscience d'elles-mêmes. Alors, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu, le test du miroir. Quelles sont les espèces? Ce sont les dauphins, ce sont les grands singes, les éléphants, mais aussi les pies qui ont réussi le test du miroir. Donc face à un miroir, et c'est vrai que si vous avez des animaux chez vous ou si vous en rencontrez, vous les mettez face à un miroir, ils ne se voient pas. Et là, la pie, elle a une petite marque et elle sait que c'est elle qui a la marque. Et elle va s'enlever la marque. Et ça a été donc testé sur de nombreux animaux et les pies ont passé ce test-là. Donc ces animaux qui sont nuisibles, classés ésode, qu'on peut trapper par tout moyen, qui ne sont absolument pas protégés du tout, ont ce niveau de conscience-là. Ensuite, alors, j'ai ajouté les hérissons. Ce ne sont pas les animaux qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes, mais ce sont des animaux étonnants. La femelle va avoir un domaine de 10 hectares, le mâle de 50 hectares, et ils savent absolument se repérer au niveau géographique. Ils vont communiquer. Certains hérissons apprivoisés, c'est difficile, c'est quasi impossible d'apprivoiser un hérisson, mais Sauvé va reconnaître son prénom, ils vont reconnaître les humains qui vont s'occuper d'eux. Et je voulais les mentionner parce que ce petit animal, tel qu'il est là, sur la photo, il était là il y a 15 millions d'années.
il était sur la Terre il y a 15 millions d'années. Et aujourd'hui, il est en train de totalement disparaître. Alors qu'ils sont extrêmement utiles, il y avait eu une étude sur la métropole de Nantes, par exemple, et pour déterminer si le sol était sain, si la nature était saine, le critère, c'était de voir si des hérissons vivaient là. Parce qu'ils sont une garantie que le milieu va bien. Ils sont une garantie que la nature n'est pas abîmée. Et malheureusement, ils disparaissent. Pourquoi ? Parce que la nature est abîmée aujourd'hui. Ils n'ont plus les insectes dont ils se nourrissaient avant à cause des pesticides. Donc voilà, ils sont extrêmement discrets. Si on les voit de jour, c'est qu'ils sont malades. Et il faut tout de suite les ramasser, les amener à un centre de faune sauvage. Et puis, sinon, ils vivent leur vie la nuit. Ils aiment leur tranquillité. Ce ne sont pas des animaux qui, quand ils vous voient, vont venir vers vous. Ils vont plutôt partir en courant. Les renards. Les renards, je parlerai ensuite de leur vie sociale, mais déjà, ce sont des animaux qui sont capables de voir la nuit comme les chats. Ils sont capables de courir à 60 km/h, de sauter, d'aller partout. Là encore, ils ont une signature vocale reconnaissable pour s'appeler entre eux et pour bien s'identifier. Et pourquoi on dit rusé comme un renard ? Oui, parce qu'ils ont des capacités exceptionnelles pour chasser. Ils vont, par exemple, jouer et faire comme s'ils étaient en train de jouer à côté de leur proie pour pas que la proie se dise qu'est-ce qui se passe. Ils vont faire le mort aussi pour pouvoir chasser la proie. Donc, ce sont des animaux qui sont là également à côté de nous et qu'on tue par presque 1 million. 500 000 renards sont tués chaque année par tout moyen puisqu'il n'y en a pas qui soient considérés comme cruels. Comment ne pas parler des animaux de nos régions, même si je ne pense pas qu'il y en ait dans la région de Bordeaux encore, sans parler des loups. Les loups, c'est la solidarité. Et on en reparlera quand on va couvrir leur organisation sociale, mais c'est la solidarité. Ils sont revenus d'eux-mêmes en France, je tiens à le préciser parce qu'on confond les ours qui ont été introduits, capturés ailleurs, introduits. Les ours reviennent par l'Italie où ils sont protégés. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'en France puisqu'on a à peu près 1 millier de loups en France et il y en a plus de 3000 en Italie parce qu'on ne les chasse pas, parce qu'on ne les tue pas et parce qu'il y a une réelle cohabitation. Ce dont parlait Mustapha, c'est vraiment cette grande cohabitation que l'on peut développer entre espèces pour la nature. Ils savent chasser, ils ont des techniques de chasse élaborées et ils savent très bien quand un troupeau est protégé. Et c'est la raison pour laquelle nous, en France, malheureusement, les éleveurs n'ont pas la volonté de protéger les troupeaux. Mais pour nos amis italiens, nous avons un sanctuaire là-bas avec un vétérinaire spécialiste qui est donc partenaire et qui est spécialiste des loups. Il y a une réelle volonté et on peut, en Toscane, dans la zone pas touristique, très sauvage, on peut croiser des loups. Parce que quand un éleveur a un problème, il va consulter le vétérinaire et voir comment faire pour que les loups se disent « je ne touche pas au troupeau ». Et comme ils sont intelligents, une fois qu'ils ont compris, ils le laissent le troupeau. Ils vont ailleurs. Donc, si on faisait ça en France, il n'y aurait absolument pas de problème avec les loups. Mais on ne veut pas. On veut éradiquer, malheureusement, tous ces merveilleux animaux pour ne laisser dans la nature, finalement, que des animaux qu'on peut chasser ou qu'on peut élever. Mais pas ces animaux sauvages qui, pourtant, ne sont plus que 4% au niveau de la planète par rapport aux animaux d'élevage et à tous les autres animaux. Donc, nos chers loups ont des rôles précis dans la meute. J'y reviendrai par rapport à la vie sociale. Et je reviens en arrière pour vous parler de ces oiseaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous les reconnaissent. Oui.
j'ai pris ceux qui sont dans les Pyrénées parce que je me suis dit on est plus près des Pyrénées que des Alpes. Donc vous avez le grand tétra, vous avez un tétralyre et un lagopède. Ce sont des animaux qui ont évolué, qui ont été capables de survivre aux tempêtes, au grand froid. Ce sont des animaux tout ronds qui sont plus, qui marchent plutôt qu'ils volent et qui vivent en altitude et qui aujourd'hui sont en train de disparaître à cause des activités humaines. Ils disparaissent parce qu'ils peuvent nicher comme les lagopèdes près des stations de ski. Et donc ils sont en permanence dérangés et c'est très difficile pour eux d'élever leurs petits. Il y a aussi toutes ces activités, les promeneurs ne vont pas forcément faire attention, la déforestation, parce qu'on peut parler de cela. Et puis il y a une autre problématique qui est le pastoralisme. Le pastoralisme, c'est un mot qui évoque les Sébastiens, quelque chose d'assez romantique dans la montagne. Et malheureusement, aujourd'hui, le pastoralisme, ça n'est plus ça. Ce sont des troupeaux de 5000 brebis, donc immenses, avec des éleveurs qui s'en moquent. S'ils ont une perte de 1-2% de brebis parce qu'elles vont tomber dans un ravin ou autre, ça ne les dérange pas. Et ces animaux, qui malheureusement finissent à l'abattoir derrière, ces animaux vont piétiner la montagne, vont tasser le sol. Et les Pyrénées, nos Pyrénées, sont parmi les montagnes les plus érodées d'Europe. Ce qui fait que l'eau va ruisseler, que le réchauffement climatique va avoir plus d'impact dans ces zones-là. Et donc c'est très difficile pour ces magnifiques oiseaux de survivre. Les brebis qui piétinent l'herbe, que ces oiseaux utilisent pour nourrir leurs petits, tout simplement, ils n'ont plus d'endroit où vivre. Donc ils sont classés comme vulnérables et malgré cela, chaque année, le ministère de l'écologie et les préfectures des départements concernés, c'est-à-dire là où ils sont, prennent des arrêtés pour autoriser les chasseurs à en chasser. Alors ça va être des quotas très petits, entre guillemets, ça va être 10 oiseaux par chasseur. Donc 10 lagopèdes. Et à chaque année, nous allons dans les tribunaux pour protéger ces oiseaux. Tout récemment, nous avons fait alors, vous voyez, c'est au niveau des préfectures, dans les départements, quand c'est autorisé, on va dans les tribunaux et on se bat pour dire aux juges, attention, ils sont en train de disparaître déjà, est-il vraiment indispensable aux chasseurs d'aller en tuer davantage ? Et les grands tétras sont protégés par un moratoire de 5 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Et il y a quelques semaines, nous avons obtenu la même victoire pour les lagopèdes alpins. Et il a fallu aller contre le ministère de l'écologie au Conseil d'État pour dire qu'il faut les protéger. Et nous avons gagné, avec le comité ariégeois et la LPO, nous avons gagné nos associations ensemble et obtenu un moratoire de 3 ans. On espère que le ministère de l'écologie va le respecter parce qu'on aurait vraiment envie qu'ils continuent après nous, comme les hérissons, comme tous ces animaux. Et alors, eux ne sont pas classés nuisibles, mais ils sont toujours chassés, bien que tellement vulnérables et en train de disparaître. Donc, je voulais vous les présenter. Les lagopèdes, vous pourrez voir des photos où ils sont tout blancs, parce que l'hiver, ils deviennent tout blancs, et puis l'été, ils sont gris-marron. Voilà. Et à chaque fois que les humains les font fuir, ils dépensent des calories qu'ils ne peuvent pas se permettre de dépenser en haut dans la montagne. Donc c'est vrai que, voilà, je voulais juste vous dire un mot d'eux, parce que les Pyrénées, finalement, c'est pas très très loin, et chaque année, on se bat, donc c'est plutôt la zone Toulouse-Pau dans les tribunaux pour eux. Alors, je reviens. Donc, nous en étions au loup, et je voulais terminer donc, en parlant de la vie sociale de ces animaux. Donc, là sur la photo, vous voyez un jet des chênes que vous connaissez peut-être, vous en voyez peut-être dans vos jardins, qui sont aussi des corvidés. Donc,
toujours ces animaux extrêmement intelligents. La vie sociale des animaux dont je vous ai parlé, elle est extrêmement riche. Ils ont des communications élaborées, ils ont des émotions, comme le disait Mustapha, vraiment des émotions élaborées. Ils connaissent le deuil, par exemple. Et donc, pour revenir à nos chers loups, oui, je suis un peu comme les Amérindiens, c'est les orques et les loups, c'est très important. Donc, on a cette idée que les loups, il y a une hiérarchie, il y a un couple de loups dominants, couple alpha. C'est ce que vous avez entendu peut-être, enfin je ne sais pas, mais vraiment c'est le discours. Il y a un couple alpha et puis il domine les autres. Et donc il a accès à la nourriture. C'est pas ça, les loups. Les loups, c'est la solidarité. Et la solidarité, c'est que la meute, elle est au service des louveteaux. Donc il y a un couple de reproducteurs, la femelle va choisir son compagnon et ce seront le couple de reproducteurs et toute la meute va s'organiser pour protéger ce couple et protéger les louveteaux quand ils vont naître et quand ils vont grandir. Et dans la meute, chacun a un rôle précis. Ils sont toujours en mouvement, les loups. Donc c'est difficile de se dire qu'ils ont des dialectes, mais c'est ce que pensent les scientifiques. Parce que le chant des loups est très particulier. On sait que les dauphins ont un langage élaboré, et des scientifiques ont ralenti le sifflement des dauphins de 30 fois, et ils ont trouvé les signaux similaires au chant des loups. Donc il y a comme cette relation entre les dauphins dans l'océan et les loups dans les forêts. Et ce langage des loups leur sert à quoi ? Eh bien, par exemple, si un loup arrive dans une zone, il va entendre un chant qui lui dit « Ah, désolé, le territoire est déjà occupé ». Donc il va aller ailleurs. Le chant peut varier aussi donc, en fonction des personnes qui sont, lapsus révélateur, des membres du clan. C'est-à-dire que quand un membre du clan s'en va, il va y avoir un chant de toute la meute pour lui dire au revoir. Quand un membre du clan revient, un autre chant pour lui dire « Bienvenue, on est heureux de te voir ». Ça va vraiment, il va y avoir des chants pour le deuil. Donc, il y a cette organisation complexe de ces animaux, et toute donc, la meute va prendre soin des louveteaux quand il y a des tirs sur les loups, et malheureusement, ils ont encore augmenté les quotas de tirs sur les loups tout récemment. La ministre de l'Agriculture, pour faire plaisir toujours aux mêmes, aux chasseurs qui ne veulent pas voir de prédateurs dans la nature et aux éleveurs, eh bien ça disperse les meutes. Les louveteaux ne sont plus accompagnés dans l'éducation, et là il va y avoir des attaques de troupeaux parce qu'ils sont complètement perdus. Ils n'ont plus leur structure familiale qui est extrêmement importante. Je suis originaire du Limousin, de Corrèze, pas très loin d'ici, et là-bas, sur le plateau de Millevaches, que vous connaissez peut-être, c'est vraiment au centre du Limousin, il y a un couple de loups remarquable, et je voulais juste vous en dire un mot. On leur a donné des noms parce qu'ils ont le droit d'exister aussi dans nos cœurs et dans nos esprits. Et donc, c'est Milo et Mina, sont les noms choisis par l'équipe. Milo est d'origine germano-polonaise et Mina, elle est d'origine italienne. Et c'est un couple unique en France, au niveau génétique, au niveau de cette biodiversité-là. Et malgré cela, il y a 15 arrêtés du préfet de Tulle pour les tuer. Ils ont eu 4 louveteaux au mois de mai l'année dernière. Il y en a déjà un qui a été braconné. Et donc, on essaie de les protéger et on voit à quel point les gens commencent à connaître mieux les loups et à quel point ils ont envie d'aider. Et ils n'ont plus du tout envie de voir cela. Mais la pression est énorme. Il y a eu des manifestations contre eux pour les faire tuer.
alors que c'est une toute petite meute, puisque c'est 2 loups et maintenant 3 de leur louveteau. C'est un tout petit début. Il y a des loups qui traversent parfois, parce que ce sont de grands voyageurs, ils bougent beaucoup, et de toute façon, ils reviennent par l'Italie, puisqu'ils sont protégés en Italie, et que les frontières, ils ne les connaissent pas. Donc il y a toujours des loups qui circulent, mais là, Milo et Mina sont là, et nous nous inquiétons beaucoup, surtout quand il y a les retours des animaux à l'extérieur des élevages, parce qu'ils sont tous, les éleveurs, en faction pour essayer de les tuer. Et depuis le début d'année, avant, il fallait être lieutenant de louveterie pour tuer un loup. Donc c'était des chasseurs qui avaient un agrément. Depuis que la ministre de l'Agriculture a pris des décisions, n'importe quel éleveur peut tuer un loup sans avoir à protéger son troupeau. Il n'y a même plus d'obligation, sachant que la protection des troupeaux est financée par le contribuable. Donc, s'il y avait cette volonté de cohabitation, ça irait bien. Et il y a des éleveurs qui veulent cohabiter avec les loups. Mais ceux-là, on ne peut pas les entendre parce qu'ils ont la pression des autres et des chasseurs. Voilà, en tout cas, des animaux particulièrement formidables. Vraiment, dans la solidarité. Ils ne laissent jamais l'un des leurs derrière. C'est le cas aussi des corneilles et des pies. Alors, je vous ai parlé de leur mémoire. Elles reconnaissent les visages humains et il y avait cette histoire de cet homme qui venait nourrir il y avait des canards aussi et il y avait des corneilles dans une zone près de chez lui, près d'un parc. Et il s'est en allé pendant 1 an, il était à l'étranger et il est revenu habillé différemment, avec un chapeau, les corneilles l'ont tout de suite reconnu et sont tout de suite venues le voir parce qu'elles savaient que c'était un ami. Elles ont des rites et pour les pies, que ce soit les corneilles ou les pies ne volent pas ce qui brille. Ça, c'est une légende. C'est important à savoir. Par contre, ce sont des esthètes. Elles aiment bien apporter près du nid des petits objets pour décorer leur nid. Mais ça n'a pas besoin de briller. Et quand l'un des leurs décède, elles ont des rituels comme les éléphants. Vous avez peut-être entendu parler des éléphants et de leurs rituels où tout le monde se regroupe autour de l'ami décédé ou du membre de la famille décédée et les éléphantes vont toucher avec leur trompe, apporter des branches. Eh bien, ça se passe de la même façon pour les corneilles ou les pies. C'est-à-dire qu'elles vont apporter un brin d'herbe, une petite branche, et avec leur bec, elles vont picorer tout doucement la dépouille de l'animal défunt, et à un moment, comme les éléphants d'ailleurs, elles vont rester en silence, et puis après elles vont s'envoler. Donc il y a un rituel pour dire au revoir. Et je vous rappelle toujours, parce que je pense que c'est important de se souvenir que ce sont des oiseaux qui sont classés ésode, donc on peut tuer toute l'année par n'importe quel moyen. Je vous dirai un mot des geais, les geais des chênes ensuite, mais les geais, eux, dans les campagnes, dans les forêts, ce sont eux qui alertent. Et c'est pour ça que les chasseurs les détestent, en fait. Quand un intrus arrive, qu'il y a un risque, qu'il y a un danger dans la forêt ou dans la campagne, les geais qui ont des voix très fortes vont prévenir tout le monde. Donc ils sont là pour ça. C'est pour ça que souvent on les entend plus, même si on entend aussi évidemment les corneilles. Alors, les blaireaux, eux, ne sont pas classés ésode, pas classés nuisibles, pour l'instant, même si la pression est forte. Et ce sont des animaux absolument géniaux. Ce sont les architectes de la nature, vraiment. Donc ils construisent des terriers qui sont des blaireautières et ils vivent en clan dedans, mais sur plusieurs générations. Il peut y avoir des couloirs qui font 100 mètres de long, à 5 mètres sous la terre.
Et ils communiquent entre eux par vocalise, évidemment. Donc tous ces animaux, de toute façon, ont des systèmes élaborés de communication. Mais leurs terriers sont complexes. Ils ont des latrines. Donc quand ils font leurs besoins, ils percent un petit trou et ils ont des latrines. Et tout le monde va aux latrines, ce qui fait que ça mélange les odeurs et ça donne l'odeur du clan en question, qui vit là, dans ce terrier-là, dans cette blaireautière-là. Quand des petits vont naître, ils créent une nouvelle chambre. C'est une chambre de naissance, toute neuve. Et sinon, ils vivent dans des dortoirs qu'ils tapissent de feuilles et d'herbes. Et quand il fait beau, ils sortent les feuilles, ils sortent l'herbe à l'air libre pour assainir, pour secouer tout ça contre les puces et les poux. Donc pour que leur environnement soit bien sain, dès qu'il fait beau, on sort, et puis après, on remet dans les dortoirs. Quand c'est nécessaire, ils savent aussi construire des puits d'aération. Donc certains dortoirs, certaines blaireautières ont des puits d'aération. Et comme ce sont ces grands architectes et qu'ils construisent le clan génération après génération, souvent il y a plusieurs entrées. Et il y a des chambres qui ne sont pas utilisées. Eh bien ces chambres, quand ce n'est pas l'entrée du clan, donc il y a d'autres entrées, ces chambres accueillent des renards, des chats, d'autres animaux de la forêt. Donc voilà qui sont les blaireaux. Et ces architectes absolument passionnants qui, malheureusement, ont un nom qui est beaucoup méprisé. On avait écrit au Larousse pour leur dire, et puis même à l'Académie française pour leur dire changer cette qualification parce que ces animaux ne méritent pas ça. Ils ont toute leur place dans la nature. Bon, il va falloir un grand changement de culture et de société pour arriver à ça. Hein. Vraiment, mais voilà. Alors ensuite, la vie sociale des renards. Bon, à la différence des loups, c'est un couple seul qui va élever les petits. Et en fait, ils s'organisent en fonction de la disponibilité de l'alimentation. C'est-à-dire que non, les renards ne pullulent pas. Parce que, comme les blaireaux, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, la coordination rurale du Limousin, qui est vent debout contre le couple de loups Milo et Mina, a décidé a dit aux agriculteurs qu'il fallait déloger les blaireaux à coups de pelleteuse parce qu'ils attrapent la tuberculose des bovins. Mais en fait, ils ne sont pas porteurs si les bovins ne sont pas malades. Donc, il n'y a pas de raison. Et ce sont des animaux qui se reproduisent très lentement. Donc, ils ne vont pas soudain nous envahir. Ça n'existe pas, ça. Eh bien, c'est pareil pour les renards. Non, ils ne tuent pas nos chats. Non, ils ne vont pas nous envahir parce qu'en fait, ils s'adaptent à la disponibilité de la nourriture. S'il n'y a pas beaucoup de nourriture disponible, le couple de renards va rester seul et va élever ses petits seuls. S'il y a plus de nourriture, eh bien, on va pouvoir voir plusieurs renards coopérer et avoir des petits, plusieurs nichées de renardeaux ensemble. Et c'est comme ça que, petit à petit, ils éduquent leurs jeunes. Je ne sais pas quelle heure il est. Je suis bavarde, je suis désolée. C'est terrible. C'est bon. Jusqu'à 8 heures. Non, mais bon. Je voudrais garder 5 minutes pour vous parler des hippopotames à la fin, parce qu'il y en a un près de Bordeaux, et vous allez voir, ils sont passionnants aussi. Et très, très méconnus. Donc, leur rôle dans la nature, ce dont vous parliez, eh bien, chacun a un rôle. Parce que, en fait, la nature, si on la laisse faire, elle est bien faite. Il n'y a pas trop d'un animal, il y a une régulation de la nature, il y a un équilibre. La nature, elle a été conçue comme cela. Et les chasseurs voudraient nous faire croire que non, mais l'évidence est là. Donc, chaque espèce a un rôle important. Les loups vont réguler les animaux. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui aiment les biches, aiment les sangliers, c'est pas très agréable, mais ils régulent les animaux et ils le font bien mieux que les chasseurs. Je vais vous prendre l'exemple des sangliers parce que les chasseurs nous disent toujours il faut qu'on aille chasser, il faut réguler les sangliers. Chaque année, il y a plus de sangliers en France
j'aurais pu vous parler des sangliers aussi, mais on serait là encore jusqu'à 21h. Donc, dans la Drôme, les loups sont revenus et se sont mis à réguler les sangliers. Ce que ne font pas les chasseurs, puisque eux, ils veulent entretenir les sangliers pour avoir des raisons de sortir. Est-ce que vous savez qu'en 2020, quand tout le monde était confiné, quand les enfants ne pouvaient pas sortir des appartements, les chasseurs avaient des dérogations et ils pouvaient faire des centaines de kilomètres en voiture pour aller réguler les sangliers, qu'ils ne régulent pas puisque chaque année, il y a plus de sangliers que l'année précédente. Par contre, les loups sont arrivés dans la Drôme et eux, ils se sont mis à réguler les sangliers. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les chasseurs? Ils ont dit « Ah ben non, là, ça va pas, hein, les loups régulent les sangliers, il faut les tuer. » Donc, ce rôle de régulation et puis ce rôle enchanteur, en fait, de cette solidarité qu'ils ont à nous apprendre, à nous humains, peut-être, un peu parfois. Les renards, ce sont les rongeurs. Et les associations de malades de Lyme, on dit Lyme ou Lyme, sont très favorables aux renards. Parce que là, dans les zones où les renards survivent, les rongeurs qui sont porteurs des tiques savent qu'il y a des renards et donc ils ne vont pas les rongeurs ne vont pas s'éloigner de leur terrier. Ils vont rester et donc ils ne vont pas pouvoir propager la maladie Lyme. Et ça a été vraiment prouvé. Donc on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour ne pas mettre de pesticides quand les agriculteurs disent « Oh là là, on est envahi de rongeurs », laissez les renards faire. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais débattu avec un président de fédération de chasse à Amiens, et il était agriculteur. Et après le débat, on discute, et je lui dis « Mais vous, les renards, ah mais moi je les laisse vivre, hein, parce que j'en ai besoin dans mes champs. » Je lui ai dit « Mais alors, pourquoi ?» Ah, on a des consignes de la Fédération des chasseurs. Voilà. Pourquoi? Parce que les chasseurs tuent essentiellement des oiseaux dans la nature. Et la plupart des oiseaux qu'ils tuent, ce sont des oiseaux qui sont lâchés après avoir été élevés en batterie. Les faisans, les perdrix, on parle de plusieurs dizaines de millions de ces oiseaux. Quand ces animaux sortent des cages de batterie, ils ne connaissent pas la nature. Donc ils sont vulnérables aux renards. Et les chasseurs qui ont payé pour pouvoir tirer la galinette cendrée, n'est-ce pas? Eh bien, les voient comme des concurrents. Mais ils ont toute leur place. Les corvidés, donc, nettoient les milieux, les carcasses, etc. Mais ils sèment aussi beaucoup de graines. Tous les oiseaux et tous les animaux classés ésodes sèment des graines. Et alors, le jet des chênes. Le jet des chênes, ce qu'il aime, c'est les glands des chênes. Et il va les enterrer pour garder la nourriture. Mais il ne va manger et utiliser que 70% des glands qu'il enterre. C'est-à-dire que les jets des chênes plantent des forêts de chênes. Parce que 30% des glands qu'ils ont enterrés ne seront pas touchés et vont pouvoir pousser. Donc on voit bien le lien entre ces animaux, entre les arbres, entre la nature. Ensuite, eh bien oui, les blaireaux aèrent les sols. Et c'est vrai, et non, ils ne font pas tomber les sols. Et quand les agriculteurs protègent correctement leurs champs, ils cohabitent très très bien avec les blaireaux. Donc ils aèrent les sols en faisant tous leurs travaux d'architecture. Et les hérissons contrôlent les insectes et ils sont ce signe de bonne santé de la nature. Donc, malgré ce rôle écologique, ces animaux sont persécutés et ne sont pas protégés par la loi. Il y a donc, en France, il y a des lois qui protègent nos animaux familiers, plus que les autres, les animaux domestiques en général. Les animaux sauvages captifs ont une protection qui n'est pas formidable, hein, mais elle existe, mais pas les animaux sauvages libres. Donc, l'exemple, c'était un sanglier qui avait été tué dans la rue à coups de couteau. Nous n'avons pas pu faire condamner les auteurs de ces violences, ne serait-ce qu'à un peu d'éducation, parce qu'on sait que toutes les violences sont liées, parce qu'ils ne sont pas protégés par la loi. Quand ce sont des animaux classés, donc espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, alors là c'est pire encore, puisque c'est toute l'année, par tout moyen, tous
les moyens les plus cruels qu'on peut, les pourchasser, les tuer, les piller dans des cages qu'on laisse mourir. Je ne vais pas vous faire un catalogue, c'est assez terrible. Juste une image, parce que ça va commencer le 15 mai, c'est la vénerie sous terre au blaireau au renard. Nous avons pu infiltrer des équipages. Les chasseurs passent... En fait, ce que souhaitent les chasseurs, c'est quand la chasse est terminée, c'est de pouvoir continuer leur loisir. Et donc, ils ont trouvé la solution. On va faire des battues aux sangliers parce qu'ils sont trop nombreux et nuisibles. On va faire des battues aux renards et on va faire ce qui s'appelle la vénerie sous terre. La vénerie sous terre, je vais enlever l'image parce que je ne veux pas choquer, mais c'est un groupe de copains chasseurs qui vont passer leur journée à creuser autour du terrier jusqu'à aller au fond pour extirper les animaux et les tuer. Donc ils vont y passer leur journée, ils vont faire leur barbecue, ils vont copieusement arroser tout ça, ils mettront tout à la fin dans le trou. On les a vus trancher les racines d'un très très grand hêtre, et souvent il y a des enfants, pour les renardeaux, il y avait des enfants, un enfant de 5 ans et un enfant de 12 ans à qui on a demandé de tuer le renardeau. Et sur la vidéo, les renardeaux crient, bien sûr. Et d'ailleurs, les journalistes me disaient « Je ne veux pas voir la vidéo, décrivez-la moi ». Eh bien, les enfants étaient autour du terrier ce jour-là. Il faut protéger les enfants de cette violence. Comme vous le disiez si bien, c'est tellement important. Et donc, on va les accuser de tous les maux pour pouvoir passer des journées à faire de la vénerie sous terre. On gagne de plus en plus dans les tribunaux parce que la vénerie sous terre est autorisée à partir du 15 mai quand il y a les blaireautins dans les terriers, et donc c'est illégal. En 2023, on a commencé à vraiment gagner. Dans 35 départements, on a gagné 31 départements sur 35. C'est-à-dire qu'on a pu protéger les blaireaux, qu'on a pu protéger ces animaux d'être massacrés. C'est extrêmement stressant. C'est des journées de plusieurs heures, parfois 8 heures, où ils sont calfeutrés avec leurs petits au fond des terriers et ils entendent les chiens arriver, ils entendent. Donc c'est particulièrement cruel. Mais c'est toujours autorisé, et d'ailleurs l'équipe est en train de se préparer parce que le 15 mai ça va recommencer dans beaucoup moins de départements, parce que les tribunaux aujourd'hui prennent vraiment beaucoup plus en compte les animaux qu'avant, les connaissent beaucoup mieux. À force d'aller leur parler des animaux, ça bouge. Je vous ai parlé des loups, donc je n'y reviendrai pas, mais il y a une forte pression, et il y a une forte pression pour nettoyer. C'est ce qu'ils utilisent comme terme. Il faut nettoyer la nature. Ils ont toute leur place dans la nature. Je regarde l'heure. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Ils ont toute leur place dans la nature. Ils ont un rôle écologique. Ils ont plein d'émotions. Ils savent ce que c'est que de perdre un ami. Ils savent ce que c'est qu'accueillir des petits dans un terrier, que de défendre les louveteaux. Ils ont cette vie sociale et toutes ces interactions. Et c'est important peut-être de le savoir parce qu'on vit à leur côté. Et souvent, on pense... en Asie, il y a les éléphants, il y a les tigres. En Afrique, il y a tous ces animaux. Mais ici aussi, on a des animaux absolument magnifiques et très intéressants. Et en plus, je trouve que c'est important, ils enchantent le monde, ces animaux, si on prend la peine de les observer, si on regarde avec quelle dextérité, quelle attention les pies font leur nid et vont faire ces petites décorations, vont chercher la petite brindille qui va être jolie. Et ça, c'est très très important finalement, parce que si on arrive à porter leurs paroles, si on arrive à parler d'eux, à penser à eux de temps en temps, eh bien peut-être que les générations qui seront après nous auront encore la possibilité de les voir. Et peut-être que ces générations-là seront protégées de toutes les cruautés qu'on leur fait subir sous les yeux des enfants. Voilà pour cette partie
Mustapha, voilà. Voilà, oui.